L'aube d'une histoire étrange à Mexico. Mexico vibrait ce matin-là d'une énergie presque surnaturelle. Les ruelles étroites du centre historique s'étaient métamorphosées en un immense plateau de tournage, câbles suspendus, projecteurs aveuglants, caméras dernier cri, tout évoquait une superproduction internationale. Les passants, fascinés, s'attroupaient derrière les barrières métalliques, espérant apercevoir l'ombre d'une star ou le fragment d'une scène. L'air était saturé de murmures, de pas pressés et d'une tension électrique. Des vendeurs ambulants avaient flairé l'occasion et proposaient tamal fumant, café de hola parfumé à la cannelle et aguas fresca colorées. Leurs voix se mêlaient aux ordres des régisseurs qui couraient en tous sens sous un soleil implacable. La chaleur semblait fondre les pierres des vieux trottoirs. Et pourtant, en plein cœur de ce chaos parfaitement orchestré, une seule silhouette imposait le respect et un silence immédiat. Mel Gibson. Vêtu simplement en chemise de lin ouverte sur le cou, pantalon clair, bottes poussiéreuses, il portait sur ses épaules bien plus que la chaleur du jour. Il portait le poids d'un projet ambitieux, le regard scrutateur des producteurs étrangers et l'attente fébrile d'une industrie cinématographique qui guettait chacun de ses gestes. L'air lui-même paraissait lourd, mélange d'odeurs d'essence provenant des générateurs, de tortillas grillées et d'une pointe de nervosité collective. Action! Lança l'assistant réalisateur d'une voix éclatante. La scène se mit en mouvement comme un mécanisme bien huilé. Les pas résonnèrent sur le pavé ancien, les répliques des acteurs se mêlèrent aux klaxons des voitures bloquées par les déviations de circulation. Mais sur le visage de Gibson, une ombre persistait, comme si son esprit était ailleurs, absorbé par une inquiétude invisible. Soudain, il leva la main d'un geste brusque. « Coupez !» ordonna-t-il d'une voix ferme. Le temps sembla se figer. Les caméras cessèrent de tourner, les perches s'immobilisèrent, et un silence pesant s'abattit sur le plateau. Les techniciens se regardèrent, surpris, les acteurs restèrent figés, et dans les yeux de Gibson brillait quelque chose d'inquiétant, un mélange de stupéfaction et de révérence. « J'ai vu quelque chose », murmura-t-il presque pour lui-même. Ces paroles, à peine audibles, se propagèrent comme un frisson. Nul ne comprenait ce qu'il avait perçu, mais tous sentirent que ce n'était pas une boutade. Un calme presque sacré envahit l'espace, comme si le monde retenait son souffle. Les murmures naquirent, grossissant peu à peu, créant une atmosphère d'attente insoutenable. Certains membres de l'équipe, surtout les étrangers, échangèrent des regards perplexes et murmurèrent en anglais « What the hell is going on ?» D'autres, plus superstitieux, se turent et observèrent avec gravité. Les Mexicains du plateau échangèrent des gestes discrets de complicité, ici, les silences avaient un sens. Parmi les figurants, une vieille femme fit le signe de la croix du bout des doigts, comme si elle avait pressenti quelque chose de sacré, quelque chose que les autres n'étaient pas encore prêts à voir. La chaleur du soleil continuait de peser, mais l'air s'était soudain rafraîchi, presque glacial. Gibson avança lentement entre les acteurs, suivant du regard l'endroit qu'il avait pointé quelques instants plus tôt. Personne n'osa l'interrompre. Les murmures devinrent rumeurs, la rumeur se transforma en tension collective. Avait-il perdu le contrôle? Était-ce une mise en scène pour attirer les médias? Ou bien avait-il vraiment vu quelque chose que les autres étaient incapables de percevoir? À quelques pas de là, une jeune actrice mexicaine, Lucia Hernandez, observait la scène le cœur battant. Depuis son enfance, elle rêvait d'un moment comme celui-ci, jouer dans une grande production aux côtés d'une légende du cinéma. Mais jamais elle n'aurait imaginé que sa première expérience internationale serait marquée par un silence si dense, par une énigme suspendue dans l'air. Près d'elle, Don Ernesto, le vieux régisseur de plateau, s'approcha et glissa à voix basse. Quand quelqu'un dit avoir vu quelque chose, on l'écoute, mija. Dans cette terre, rien n'est prononcé en vain. Ces mots, graves et presque prophétiques, résonnèrent plus fort que le tumulte environnant. Ce qui devait être une journée ordinaire de tournage venait de se transformer en un événement dont chacun se souviendrait. Mel Gibson fronça les sourcils, serra les lèvres, puis reprit sa marche. Il savait que ses paroles allaient bientôt s'échapper de ce plateau, franchir les murs invisibles de la production et se répandre dans la ville entière, incontrôlable. Le jour suivant, une tension toujours présente. L'aube suivante offrit un ciel parfaitement dégagé. Du sommet d'un immeuble colonial, on pouvait admirer tout l'éclat de Mexico, les coupoles dorées des églises, les gratte-ciel étincelants et, au loin, les silhouettes bleutées des volcans comme des sentinelles endormies. La ville semblait paisible, mais dans les rues du centre, l'effervescence reprenait de plus belle. Le plateau de tournage occupait plusieurs pâtés de maisons, transformant les ruelles en un véritable labyrinthe de câbles et de réflecteurs.
Les voisins s'appuyaient sur leur balcon, intrigués, observant cette invasion d'équipements et de techniciens casqués. L'odeur du café fraîchement moulu et du PAN Dulce se répandait depuis les stands voisins, attirant les curieux. Mel Gibson marchait d'un pas décidé, saluant brièvement ceux qui le reconnaissaient mais sans jamais perdre cette concentration tendue qui le caractérisait depuis la veille. Au milieu des acteurs qui se préparaient, Lucia Hernandez faisait de son mieux pour calmer le tumulte de ses pensées. Ses cheveux sombres étaient ramenés en arrière, son regard déterminé malgré l'angoisse qui lui nouait la gorge. C'était son moment, son épreuve de feu. Un maquilleur, percevant sa nervosité, lui lança en plaisantant. « Lucia, prête à éblouir le monde ?» Elle esquissa un sourire fragile. « Plus que prête, même si j'ai l'impression que mon cœur tremble autant que mes mains. » À quelques mètres de là, Don Ernesto supervisait le déplacement de lourds accessoires, malles, fusils factices, tonneaux. Sous son vieux chapeau de paille, son visage buriné racontait des décennies de travail sur des dizaines de tournages. Un jeune assistant étranger, maladroit avec l'espagnol, lui demanda en riant combien d'années il avait passé dans ce métier. « Plus d'années que tu n'en as vécu, chamaco, répondit-il en souriant. Mais chaque film apporte une nouvelle leçon. Ici, personne n'est maître, nous sommes tous des apprentis éternels. » Cette remarque arracha quelques rires et détendit l'atmosphère, mais l'attente demeurait palpable. Mel Gibson, alternant entre espagnol et anglais, donnait des instructions rapides, cherchant à fédérer toute l'équipe en un seul corps. Pourtant, sous cette apparente harmonie, on sentait déjà poindre les petites frictions culturelles qui ne manqueraient pas d'éclater si l'inquiétude de la veille n'était pas éclaircie. Cette journée promettait plus qu'un simple tournage, elle annonçait la naissance d'une légende, celle d'un moment où la frontière entre fiction et réalité s'était brouillée, où l'art avait croisé le mystère. Et tous, des acteurs aux techniciens, savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose qui dépasserait bientôt le cinéma pour entrer dans le domaine du mythe. Les techniciens américains exigeaient précision et rapidité, tandis que les membres mexicains de l'équipe réclamaient patience et respect des rythmes locaux. Ce contraste fascinait Lucia. Pour elle, grandir au Mexique avait toujours signifié apprendre à improviser, à se débrouiller même dans les pires circonstances. Dans son esprit résonnaient les paroles de sa mère. Là où deux mangent, trois peuvent manger, et lorsqu'il manque une pièce, on en invente une autre. Cette philosophie de l'ingéniosité se heurtait à la rigueur presque militaire du groupe venu de Los Angeles, qui se crispait au moindre contretemps. Le soleil de midi tapait sans pitié, faisant miroiter le pavé des rues comme un océan de verre brûlant. Des vendeurs ambulants passaient entre les câbles et les caméras, proposant des aguas frescas de horchata et de Jamaïca. Les techniciens acceptaient avec des sourires fatigués, heureux de cette petite oasis dans un océan de tension. Sous des parasols improvisés, certains acteurs cherchaient un peu d'ombre, tandis que d'autres répétaient leur dialogue à voix basse, la gorge serrée par les nerfs. Dans ce tumulte organisé, Gibson s'arrêta devant Lucia. Ses yeux d'un bleu perçant la fixèrent avec une intensité telle qu'elle en retint sa respiration. « J'ai confiance en toi, dit-il dans un espagnol hésitant mais clair. Fais ce que tu sais faire. Oublie la caméra. Vis la vérité de chaque mot. » Lucia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces mots simples mais puissants déclenchèrent en elle un courage inattendu. Derrière elle, Don Ernesto, qui avait tout entendu, s'approcha et souffla. Ces paroles pèsent plus qu'un contrat, Nina. Ne les gaspille pas. Le plateau retrouva bientôt son agitation. La rue vibrait, emplie de la promesse de ce qui allait se produire. Personne ne le savait encore, mais ces premiers frottements culturels n'étaient qu'un prélude. Les tensions ne faisaient que naître, annonçant une tempête bien plus grande. Autour d'eux, la ville continuait de vivre. Les klaxons des voitures, les cris des vendeurs et le murmure incessant de la foule entassée derrière les barrières résonnaient dans chaque ruelle. Mel Gibson, pourtant, semblait isolé dans ce vacarme. Il allait et venait, téléphone à l'oreille, prenant des notes, donnant des ordres d'une voix ferme mais épuisée. Chaque minute de retard représentait des milliers de dollars envolés et les appels de Los Angeles devenaient de plus en plus pressants. « Nous avons besoin de résultats », répétait-on de l'autre côté du fil, dans un ton qui ressemblait moins à un conseil qu'à un ultimatum. Gibson serrait les dents avant de répondre, laconique. « Je vais régler ça. Faites-moi confiance. » Mais une fois le téléphone raccroché, la dureté de son regard trahissait le fardeau qu'il portait. L'argent n'était pas son seul souci. Les journaux mexicains commençaient à spéculer sur les difficultés du tournage. Certains titres claquaient. Hollywood envahit le centre historique et paralyse la ville.
D'autres critiquaient les blocages de rue, les commerçants mécontents, l'agitation quotidienne. Gibson savait qu'à la moindre erreur, tout pouvait se transformer en scandale médiatique. Lucia observait tout depuis un coin de la rue, cet homme affrontait une tempête invisible. Elle ressentait pour lui un mélange d'admiration et de compassion. Comment peut-il porter un poids pareil? Profitant d'une courte pause, elle s'approcha avec timidité et lui tendit une bouteille d'eau fraîche. « Merci », dit-il en espagnol maladroit mais sincère. « Cela doit être épuisant, toutes ces voix qui vous disent quoi faire », murmura-t-elle. Gibson eut un petit rire, mais ses yeux restaient voilés. C'est comme diriger un orchestre où chaque musicien joue une chanson différente. Le défi, c'est de les faire jouer ensemble. Don Ernesto, occupé à ajuster quelques accessoires, ne put s'empêcher d'intervenir. Ici, sonore, la patience fait partie du métier. Qui court trop se prend vite les pieds dans son propre chemin. Gibson le regarda avec reconnaissance. J'oublie parfois de respirer, avoua-t-il. La chaleur devenait écrasante et les visages de l'équipe se marquaient de fatigue. Les assistants jetaient des coups d'œil inquiets à leur montre, les heures défilaient sans qu'aucune prise complète n'ait été enregistrée. Les investisseurs exigeaient des résultats immédiats, et chaque minute sans tourner était un rappel du gouffre financier qui se creusait. Un groupe de techniciens étrangers, rouges de colère, se mit à discuter à voix haute. « C'est le chaos », lança l'un d'eux en anglais. Lucia, qui avait entendu, se redressa. Ce n'est pas le chaos, c'est le Mexique. Ici, tout semble désordonné, mais au final, tout trouve sa place. Un silence pesant suivit sa réplique, mais aussi un respect inattendu. Gibson, qui écoutait à distance, esquissa un sourire complice. Puis, alors que la journée avançait, une des caméras tomba en panne. Les ingénieurs s'acharnèrent à la réparer sous un soleil de plomb. Les plaintes se multipliaient, la frustration se faisait palpable, et un parfum d'échec planait sur le plateau. Gibson ferma les yeux un instant, inspirant profondément comme pour puiser de la force. Don Ernesto lui tendit une ombrelle improvisée. Même les tempêtes finissent par s'arrêter, mais il faut savoir où s'abriter pendant qu'elles passent. J'ai l'impression que celle-ci ne fait que commencer, répondit Gibson, son regard perdu dans le lointain. La journée s'acheva avec un sentiment d'inachevé. Peu d'avancées, beaucoup de tension. Pourtant, dans les yeux de Lucia brillait une flamme nouvelle, l'intuition que cet homme, malgré le fardeau colossal qui pesait sur lui, n'allait pas abandonner. Et peut-être que c'était justement cette résistance silencieuse qui donnerait un sens profond à tout ce qu'ils étaient en train de vivre. La chaleur de l'après-midi retombait lentement, mais les rues pavées semblaient toujours vibrer. Le murmure de la foule derrière les barrières, le bourdonnement des générateurs et le claquement des câbles créaient une symphonie de sons étouffés. L'équipe redoublait d'efforts, déterminée à rattraper le temps perdu. Les acteurs se préparaient, les techniciens ajustaient les caméras. Puis, la voix de l'assistant de direction fendit l'air. Silence sur le plateau. Un calme presque sacré s'installa. Gibson, debout au milieu de la rue, leva la main, imposant le respect. Son regard était intense, fixé sur les comédiens qui prenaient place pour la scène suivante. L'air devint plus lourd, comme si la ville entière retenait son souffle. Action. Les voix résonnèrent contre les murs coloniaux, les pas martelèrent le pavé, les regards se croisèrent, emplis d'une émotion brute. Pendant quelques secondes, tout sembla parfait, jusqu'à ce que Gibson crie, d'une voix qui fit vibrer chaque pierre. Coupez. Arrêtez. Le silence qui suivit fut saisissant. Les acteurs s'immobilisèrent, surpris, tandis que les techniciens échangeaient des regards inquiets. Quelque chose venait de se briser dans l'air, mais personne ne savait encore quoi. La tension s'était abattue sur le plateau comme une vague invisible. Même les curieux massés derrière les barrières cessèrent de parler. Le seul son qui demeura fut le carillon lointain d'une église, dont les notes semblaient sacraliser l'instant. Mel Gibson fit un pas en avant, la respiration lourde, les yeux fixés sur un point que personne d'autre ne voyait. Son regard semblait percer quelque chose au-delà de ce monde. D'une voix basse, presque un murmure, il prononça. « J'ai vu quelque chose parmi les hommes. » Les mots se propagèrent comme une onde électrique. Les techniciens les plus proches échangèrent des regards incrédules, cherchant à deviner ce qu'il voulait dire. Le silence se fit plus pesant, jusqu'à ce qu'un jeune acteur ose briser l'atmosphère. « Que signifie cela, monsieur Gibson ? Une erreur dans la scène ?» Mais le réalisateur secoua lentement la tête, sans quitter des yeux le vide devant lui.
Ce n'était pas une erreur, murmura-t-il. C'était autre chose. Les techniciens étrangers, mal à l'aise, chuchotèrent en anglais, et est losing control. This wasn't in the script. Mais du côté mexicain, le silence resta chargé de respect. Une figurante aux cheveux argentés porta la main à son cœur et murmura une courte prière. Don Ernesto, habituellement imperturbable, serra son chapeau entre ses doigts noueux, comme s'il pressentait la gravité de l'instant. Lucia, le cœur battant à tout rompre, fit quelques pas prudents. « Qu'avez-vous vu » demanda-t-elle d'une voix qui trahissait son appréhension. Gibson la regarda enfin, ses yeux brûlant d'une intensité presque douloureuse. « Je ne peux pas le décrire complètement, souffla-t-il. Mais j'ai senti une présence parmi nous. » Un silence encore plus profond s'abattit. Même les oiseaux perchés sur les toits semblèrent se taire. Le soleil continuait d'illuminer le décor, mais l'air s'était épaissi, presque tangible, comme si chaque respiration exigeait un effort. Un producteur étranger, visiblement irrité, s'approcha et parla à voix basse, comme pour désamorcer la situation. « Mel, tu fais peur à tout le monde. Peut-être devrais-tu te reposer un peu, on reprendra ensuite. » Mais Gibson le fixa d'un regard ferme. Ce n'était ni un caprice, ni un moment d'égarement. C'était réel. Et je ne peux pas l'ignorer. Ces paroles résonnèrent longtemps dans l'esprit de ceux qui l'entendaient. Certains y virent un simple excès d'émotion, d'autres un moment de génie, mais tous ressentirent le poids particulier de ce qu'il venait de dire. Lucia, qui ne pouvait détacher ses yeux de lui, murmura presque pour elle-même. Il y a des moments qui n'ont pas besoin d'explication, seulement de respect. À ses côtés, Don Ernesto hocha gravement la tête. Quand quelqu'un voit au-delà de l'évidence, le plus sage est de l'écouter. Le tournage fut suspendu. Des chuchotements s'élevèrent un peu partout, glissant sur le plateau comme des rafales de vent. Ce qui avait commencé comme une journée de travail banal s'était transformé en un instant que personne n'oublierait. Le silence qui suivit pesa plus fort que n'importe quel dialogue. Les techniciens restaient figés, les acteurs attendaient, les producteurs étrangers échangeaient des regards contrariés. Le temps passait, mais personne n'osait donner le signal pour reprendre. Gibson demeurait immobile, le regard perdu dans le vide, comme s'il tentait encore de comprendre ce qui venait de se produire. Alors, d'une voix claire et décidée, Lucia fit un pas en avant. « S'il a demandé d'arrêter, nous devons respecter cela. Ici, au Mexique, quand quelqu'un dit avoir vu quelque chose d'important, on ne l'ignore pas. » Ces paroles étonnèrent plus d'un membre de l'équipe. Un technicien étranger claqua la langue avec impatience. « C'est ridicule. » Mais avant que la tension ne monte davantage, Don Ernesto leva calmement la main. « La jeune fille a raison. Dans notre terre, même les silences parlent. Peu importe que l'on y croie ou pas, si quelque chose l'a bouleversé, cela mérite d'être entendu. » L'atmosphère changea subtilement. Les membres mexicains de l'équipe acquiescèrent avec gravité. Les étrangers, eux, semblaient déstabilisés, écartelés entre la logique de la production et le poids des traditions qui leur échappaient. Lucia sentit son cœur battre encore plus fort, mais elle savait qu'elle devait insister. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une invention. C'est une question de respect. Ce pays est rempli d'histoires et de signes que les gens ont appris à reconnaître. Quand quelqu'un ressent qu'il faut s'arrêter, on l'écoute. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est notre tradition. Ces mots provoquèrent un murmure parmi les figurants, la plupart habitants du quartier. Une femme éleva la voix depuis l'arrière du groupe. « C'est vrai. Ici, on ne se moque pas de celui qui voit ce que les autres ne voient pas. » Son ton ferme fit naître d'autres voix d'approbation. Peu à peu, le plateau résonna d'un chœur discret mais unanime. Gibson écoutait sans rien dire, le front plissé, la respiration encore courte. Il ne s'attendait visiblement pas à cet élan de soutien, encore moins de la part de simples figurants qui, jusque-là, semblaient n'être que des silhouettes anonymes. Lucia croisa son regard et dit simplement. « Vous n'êtes pas seul. » À l'extérieur, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. Les spectateurs derrière les barrières se passaient l'information à voix basse. « On dit qu'il a vu quelqu'un parmi les acteurs », chuchota un jeune. « Non, il aurait dit qu'il a vu Jésus », répondit un autre, exalté. En quelques minutes, les vidéos amateurs circulèrent sur les réseaux sociaux, alimentant la curiosité et l'expectative. Sur le plateau, le producteur principal tenta de reprendre la main. « Mel, nous devons continuer.
La situation nous échappe. Gibson inspira profondément, choisissant ses mots avec soin. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Mais je ne veux pas que cela devienne un spectacle. J'ai besoin de temps pour l'assimiler. Don Ernesto intervint de nouveau, sa voix grave résonnant comme un verdict. Alors accordons-lui ce temps. Ici, nous savons que ce que l'on respecte ne gêne pas, au contraire, cela renforce. La fracture culturelle devint flagrante. Les étrangers ne comprenaient pas pourquoi on suspendait le travail pour quelque chose qu'ils jugeaient irrationnel. Les Mexicains, eux, défendaient la valeur d'écouter l'inexplicable. La tension était palpable, il suffisait d'un mot mal placé pour que la fissure se transforme en fracture. Lucia perçut l'angoisse dans le regard de Gibson. Elle s'approcha doucement et lui murmura. Tous ne comprendront pas ce qui vient de se passer, mais moi, je vous crois. Si vous le permettez, je resterai à vos côtés. Le réalisateur plongea son regard dans le sien, comme s'il cherchait une certitude qu'il avait perdue. Dans ce simple échange, il comprit que cette jeune actrice n'était plus seulement un rôle dans son film, mais un soutien inattendu au cœur d'un moment qui le dépassait. Le plateau demeura figé. Personne ne savait combien de temps durerait cette pause, ni quelles en seraient les conséquences. Mais une chose était claire, la voix de Lucia, celle de Don Ernesto et celle des habitants du quartier avaient tracé une ligne invisible que personne n'osait franchir. En ce jour brûlant, sous un soleil implacable, ils avaient rappelé à tous que dans cette terre, les silences se respectent, les visions se prennent au sérieux, et que parfois, le cinéma cesse d'être une simple fiction pour devenir une expérience qui transforme ceux qui y assistent. Ce jour-là, quelque chose avait changé, le film continuerait peut-être, mais plus jamais de la même façon. Car au-delà des caméras, des projecteurs et des scripts, il y avait désormais une question suspendue dans l'air, une présence qui exigeait d'être reconnue. Et tous savaient qu'ils avaient été témoins d'un instant où l'invisible avait frôlé le visible. Le bruit s'était propagé comme une traînée de poudre. Ce qui n'avait d'abord été qu'un chuchotement entre figurants et techniciens était maintenant sur toutes les lèvres et envahissait déjà les réseaux sociaux. Mel Gibson avait interrompu le tournage parce qu'il avait vu Jésus au milieu des hommes. Cette phrase, reprise, déformée, amplifiée, courait plus vite que n'importe quelle mise au point officielle. À l'intérieur du plateau, l'atmosphère devenait électrique. Chaque minute d'attente ajoutait un poids invisible sur les épaules de l'équipe. Les téléphones des producteurs vibraient sans répit. Des appels arrivaient de Los Angeles, des investisseurs, inquiets, exigeaient des réponses claires. Que se passe-t-il chez vous? Est-ce un coup publicitaire? Ou bien il a perdu la tête? Demandait une voix glaciale à l'autre bout du fil. Le producteur principal, le front luisant de sueur, cherchait des mots qui sonnaient rassurants. Nous maîtrisons la situation, le tournage reprendra très bientôt. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne contrôlait absolument rien. Gibson, assis sur une chaise pliante, restait figé. Son regard se perdait dans le vide, comme s'il revivait sans cesse l'instant qui venait de bouleverser sa journée. Les murmures autour de lui ne semblaient pas l'atteindre, on aurait dit qu'il était enfermé dans sa propre conscience, absorbé par quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Lucia, debout à quelques pas, l'observait en silence. Elle sentait presque physiquement la solitude qui l'enveloppait, le poids écrasant de ce qu'il venait d'éprouver. Un jeune acteur, amusé, s'approcha d'elle et ricana. « Tu crois vraiment qu'il a vu quelque chose? C'est sûrement une mise en scène pour faire parler de lui. Ces réalisateurs adorent le drame. » Lucia le fixa d'un regard ferme et répondit, la voix basse mais tranchante. « Ce n'était pas une mise en scène. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas. » Le garçon s'éloigna en haussant les épaules, mais l'ombre du doute s'était déjà installée dans l'esprit de plusieurs membres de l'équipe. Dans un coin, deux techniciens étrangers discutaient en anglais. C'est le début de la fin pour la production. Personne n'a confiance en un réalisateur qui arrête tout pour une vision. Peut-être que c'est un coup de pub, mais si c'est le cas, il est beaucoup trop risqué. Don Ernesto, qui avait écouté en silence jusque-là, prit la parole d'une voix grave. Ici, on ne plaisante pas avec le sacré. S'il l'a dit, c'est qu'il a ressenti quelque chose. Se moquer de cela, c'est se moquer de nous tous. Les techniciens se turent, impressionnés. À l'extérieur, les médias commençaient à affluer. Des caméras, des micros, des journalistes se massaient devant le plateau, exigeant des explications. Est-il vrai que Mel Gibson affirme avoir vu Jésus? Criaient certains. Les agents de sécurité tentaient de contenir la foule de curieux,
mais c'était inutile, la rumeur avait échappé à tout contrôle. Le producteur principal s'approcha de Gibson avec un ton pressant. « Mel, il faut que tu dises quelque chose. Si tu restes silencieux, cela va prendre des proportions incontrôlables. » Gibson le regarda avec lassitude et répondit d'une voix posée. « Je ne peux pas inventer une histoire pour apaiser ceux qui ne cherchent qu'un gros titre. Ce que j'ai vu était réel, même si je ne peux pas le prouver. Je ne nierai pas ce que j'ai ressenti. » Ces mots, loin de calmer la situation, mirent le producteur hors de lui. « Tu sais ce que ça signifie? Les investisseurs pensent que tu as perdu la tête. Si nous ne reprenons pas immédiatement, nous risquons de perdre le financement. » Mais Gibson resta silencieux. On aurait dit que les menaces n'avaient aucune importance comparée à ce qu'il venait de vivre. Lucia s'avança doucement et posa une main sur le dossier de sa chaise. « Peut-être que tout le monde ne comprend pas, mais moi oui. Ne laissez pas ceux qui ne voient que des chiffres vous faire plier. » Le regard de Gibson s'adoucit. C'était la première voix sincère qui se levait en sa faveur depuis que tout avait commencé. La fracture se dessinait de plus en plus nettement, certains le voyaient comme un visionnaire, d'autres comme un homme en plein délire. Les réseaux sociaux s'enflammaient, mélangeant moquerie et prière, sarcasme et témoignage de foi. La frontière entre vérité et fiction devenait de plus en plus floue. Le soleil déclinait derrière les façades baroques du centre historique, projetant de longues ombres orangées sur les rues pavées. Personne ne savait si le lendemain apporterait la reprise d'un tournage normal ou un chaos complet. Une seule certitude demeurait, la crédibilité du projet était suspendue à un fil. La nouvelle n'appartenait plus à l'équipe, elle appartenait désormais à toute la ville. En quelques heures, les journaux télévisés ouvraient leurs éditions avec un titre accrocheur. Mel Gibson affirme avoir vu Jésus en plein tournage. Les réseaux se couvraient de débats passionnés, oscillant entre incrédulité et ferveur. Et au Mexique, où la foi se mêle intimement à la vie quotidienne, personne ne pouvait rester indifférent. Dans un marché de quartier, parmi les étals de fruits et l'odeur piquante des piments secs, les commerçants discutaient en rangeant leurs marchandises. « Moi je dis que c'est du théâtre pour faire parler », lâcha le boucher en s'essuyant les mains sur son tablier. « Eh bien moi, je n'en suis pas si sûr », répondit une marchande de fleurs. On raconte qu'il l'a dit avec beaucoup de sérieux, et quand quelqu'un parle avec le cœur, ça se sent. Quoi qu'il en soit, il a réussi, tout le monde parle de lui, ajouta un jeune portefaix en riant. Dans un café du centre, bondé d'étudiants et d'employés de bureau, le débat faisait rage. C'est du marketing pur, affirma une jeune femme aux lunettes épaisses. C'était sûrement planifié. Ou peut-être pas, répondit un vieil homme pensif. Dans cette ville, il se passe des choses que personne n'explique. Tout n'est pas publicité. Les conversations se prolongeaient jusque dans les taxis, sur les toits des maisons, et même jusque dans les églises, les prêtres mentionnaient l'affaire pendant les homélies. Les paroles de Gibson avaient touché une corde sensible. Elles réveillaient cette croyance profondément mexicaine que le divin peut surgir au détour d'un carrefour, entre le bruit des klaxons et l'odeur des tortillas. Dans un taxi, Lucia, exténuée par cette journée chaotique, écoutait le chauffeur qui parlait avec ferveur. Imaginez voir Jésus en plein tournage. Moi je dis que c'était un signe. Lucia esquissa un sourire discret. Peut-être que oui. Peut-être que ce message était pour nous tous, pas seulement pour lui. Le chauffeur hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. Ici, la foi vit dans la rue, au quotidien. S'il l'a vu, c'est qu'il devait apprendre quelque chose. Pendant ce temps, dans une petite fonda traditionnelle, dont Ernesto buvait un café. Les serveurs et les clients, reconnaissant son visage, l'assaillaient de questions. Alors, c'est vrai? Il est resté comme figé, comme s'il avait vu un miracle? Don Ernesto, imperturbable, répondit calmement. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a dit avec l'âme. Et quand quelqu'un parle ainsi, ce n'est pas pour se moquer. Ces paroles firent tomber un silence respectueux autour de la table, comme si elles rappelaient que tout ne peut être mesuré avec une logique froide. Près du plateau, la curiosité ne faisait que croître. Des dizaines de personnes se rassemblaient, espérant apercevoir Gibson ou l'un des acteurs. Certains tenaient des images saintes, persuadés que l'endroit était devenu spécial. D'autres cherchaient simplement une histoire à raconter plus tard. À l'étranger, les journaux parlaient de crises personnelles, de coups de folie mystique. Mais au Mexique, le récit prenait une autre dimension, pour beaucoup, c'était la preuve que, même au milieu du bruit et des caméras, le sacré pouvait surgir. Lucia,
en regagnant enfin sa maison, ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté de voir son pays réagir avec respect et se souvenir que ses racines valorisaient l'invisible. Inquiétude, car elle savait que cette même ferveur risquait d'intensifier la pression sur Gibson et sur le projet tout entier. Le crépuscule baignait la ville d'une lumière orangée. Les façades peintes, les fresques colorées et les vieux bâtiments semblaient soudain figés dans un tableau. Quelque chose avait changé ce jour-là, et tout le monde le sentait, le film n'était plus seulement un tournage, mais un récit en train de se mêler à la réalité vivante de la ville. La rumeur se répandait comme une traînée de poudre. Dans les marchés bruissants, dans les cafés parfumés de cannelats, dans les temples où les cierges consumés projetaient leurs ombres dansantes, et jusque dans les salons des maisons de banlieue, tout le monde parlait de la même chose. Le pays entier semblait vibrer d'un seul souffle. Ce qui n'avait été qu'un moment fugace sur un plateau de tournage s'était transformé en sujet de débat national. Les voix se mêlaient en un chœur de passion, admiration, doute, moquerie, ferveur. Et Mel Gibson, bien qu'il n'en ait pas encore conscience, se trouvait désormais au centre d'une tempête dont le vent allait changer le cours de son destin. Le tournage restait suspendu, chaque heure d'arrêt ajoutant du poids sur ses épaules. Gibson décida alors de s'éloigner quelques jours de la tourmente. Il prit la route vers Puebla, avec pour seule compagnie un chauffeur local taciturne. Le paysage mexicain se déployait devant lui comme un tableau vivant, le Popocatépetl crachait une fine colonne de fumée blanche qui se perdait dans le ciel d'un bleu limpide, et la silhouette endormie de Iztaccíhuatl se découpait à l'horizon, telle une femme couchée sous un voile de nuages. Le silence de la route contrastait avec le tumulte de Mexico. Les kilomètres avalés semblaient délier un à un les nœuds qui serraient sa poitrine. Lorsqu'il atteignit Puebla, la ville l'accueillit avec ses rues pavées et ses façades éclatantes de couleurs. Les azuléjos de Talavera luisaient sous le soleil de l'après-midi, comme si chaque maison lui offrait un sourire bienveillant. Attiré par le calme d'un clocher, il marcha jusqu'à une église baroque aux murs épais, où l'odeur de l'encens flottait encore dans l'air, mêlée à la cire chaude des cierges. Là, un prêtre âgé l'attendait, silhouette modeste mais imposante dans sa soutane sombre. Le père Ignacio, homme à la voix douce et au regard pénétrant, l'accueillit d'un signe de tête. « Bienvenue, Sonor Gibson. On m'a dit que vous cherchez des réponses. » Mel esquissa un sourire fatigué. « Je ne sais même pas si je cherche des réponses ou juste un peu de paix. J'ai l'impression de porter un poids qui m'empêche de respirer. » Ils s'assirent sur un banc de bois poli par les années. Les flammes vacillantes des cierges dessinaient des halos de lumière dorée autour d'eux, transformant la nef en un refuge hors du temps. Alors Gibson parla, sans détour. « J'ai vu quelque chose sur le plateau. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai dit à tout le monde que j'avais vu Jésus marcher parmi les hommes. Et je l'ai vraiment senti, j'en étais sûr, mais maintenant, on me prend pour un fou, ou pour un manipulateur en quête de publicité. Parfois, je me demande si je ne l'ai pas inventé moi-même. » Le père Ignacio resta silencieux, les mains jointes, jusqu'à ce que Gibson ait tout déversé. Puis il répondit d'une voix calme. « La foi ne se prouve pas comme un théorème. Elle est certitude dans l'invisible. Ce que vous avez vu, même si personne d'autre ne le comprend, peut avoir un but pour votre vie. » Mel fronça les sourcils. « Et comment savoir si ce n'est qu'un mirage de mon imagination ? » « Votre cœur le sait, » répondit le prêtre. « Si ce que vous avez vu vous pousse à devenir meilleur, si cela vous inspire à donner davantage, alors peu importe que ce soit vision ou rêve, l'important, c'est le fruit que cela portera en vous. » Ces mots pénétrèrent en Gibson comme un baume et comme un défi. Les souvenirs affluèrent, les années où la foi l'avait guidé, mais aussi celles où le bruit de la gloire et les exigences d'Hollywood l'avaient détourné de l'essentiel. Un nœud serra sa gorge. « J'ai peur que ce que j'ai vu détruise mon travail, murmura-t-il. Que les autres me jugent et que je perde tout ce que j'ai construit. » Le père Ignacio posa une main ferme sur son épaule. « La foi dérange toujours, parce qu'elle vient briser l'ordre attendu. Elle n'est pas confortable, mais elle est vraie. Et peut-être que ce que vous avez vu n'était pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. » Un groupe de femmes entra alors, portant des cierges. Elles s'agenouillèrent devant un autel latéral. Leurs murmures de prière se mêlèrent au craquement du bois et au son lointain d'une cloche. Gibson les observa et ressentit un frisson, ces femmes croyaient sans poser de questions, sans avoir besoin de preuves. Elles savaient simplement. Au moment de se lever, le prêtre ajouta. « Retournez sur votre plateau, Sonor Gibson. Mais ne le faites pas comme quelqu'un qui porte un fardeau, faites-le comme quelqu'un qui porte une lumière. Si ce que vous avez vu était réel,
ce n'était pas pour vous arrêter, mais pour vous pousser en avant. Mel quitta l'église le cœur un peu plus léger, même si sa tête bourdonnait encore de doute. Ce qu'il avait vécu ne pouvait être effacé. Lorsqu'il revint sur le plateau, il trouva une atmosphère encore plus tendue qu'avant son départ. Son calme nouveau contrastait avec les visages inquiets de l'équipe. Les rumeurs avaient enflé, impossible à ignorer. Certains l'appelaient visionnaire, d'autres disaient qu'il avait perdu pied. Le producteur principal convoqua les responsables. Sa voix claqua. Nous devons avancer. Chaque arrêt nous coûte une fortune. Nous ne faisons pas un prêche, nous faisons un film. Un murmure parcourut la pièce. Les techniciens étrangers acquiescèrent, persuadés que seule une discipline de fer sauverait le projet. Mais du côté mexicain, le respect pour Gibson et ce qu'il avait vécu grandissait. Alors Lucia, jeune actrice jusque-là discrète, prit la parole. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas un caprice. J'étais là, je l'ai vu. Cela compte pour lui, et cela mérite du respect. Un silence lourd tomba. Puis un jeune assistant lâcha en anglais. Chaque heure qui passe, on perd de l'argent. À ce rythme, le film est mort. Don Ernesto, vétéran du cinéma, répondit d'une voix grave. L'argent se regagne. La confiance, non. Si nous nous divisons, aucune somme ne sauvera ce projet. Ces mots résonnèrent dans la pièce. Gibson leva enfin les yeux. Je ne demande pas que vous croyiez à ce que j'ai vu. Mais je vous demande de croire en ce que nous faisons ensemble. Sans confiance, nous n'arriverons nulle part. Le plateau se scinda en deux camps, les pragmatiques, qui exigeaient rigueur et reprise immédiate, et ceux qui pensaient que l'expérience de Gibson avait quelque chose à enseigner, quelque chose qui pouvait enrichir l'œuvre. Lucia se fit médiatrice, allant de groupe en groupe, calmant les uns, encourageant les autres. Je comprends votre souci du temps, disait-elle aux techniciens. Mais comprenez qu'il ne s'agit pas de perdre le contrôle, mais de trouver un sens à ce que nous créons. À ses compatriotes, elle rappelait. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est aussi une question de responsabilité. Si nous voulons que tout cela continue, il faudra travailler 2 fois plus. Sa voix, autrefois hésitante, avait gagné en assurance. Gibson l'observait avec admiration. Lucia, dit-il en souriant, tu fais ce que je n'ai pas su faire écouter les gens sans qu'ils crient. Elle répondit avec simplicité. Dans ma maison, quand deux se disputaient, quelqu'un devait mettre la table. Sinon, personne ne dînait. Gibson éclata de rire, un rire sincère qui ramena un peu de chaleur sur le plateau. Mais la tension ne disparut pas pour autant. Chaque décision était désormais scrutée avec suspicion. Lorsque le soleil déclina, le plateau se vida peu à peu. Pourtant la division restait suspendue dans l'air comme une menace. Gibson savait que le projet était sur un fil et qu'un seul faux pas pouvait tout briser. Mais en Lucia, il voyait aussi une lumière inattendue, peut-être qu'elle était celle qui pouvait réunir ce qui semblait irréconciliable. Le lendemain marquait un moment décisif, la première grande scène de Lucia sous sa direction. Dès l'aube, elle répétait ses répliques à voix basse, arpentant un couloir latéral. L'air sentait la poussière et l'humidité des vieux murs coloniaux. Ses mains étaient moites, son cœur battait à tout rompre. « Je ne peux pas me tromper », murmurait-elle comme une prière. Gibson s'approcha d'elle. Il n'avait plus l'air d'un directeur exigeant, mais d'un mentor bienveillant. Ne pense pas aux caméras. Ne pense pas aux yeux qui te jugent. Pense à la vérité de ce que tu vas dire. Ne joue pas, vis. C'est cela qui touche les gens. Et si ma voix tremble, demanda-t-elle. Alors laisse-la trembler. La vérité, elle aussi, tremble. Ces mots l'ancrèrent comme une pierre dans la tempête. Quand le moment arriva, le plateau plongea dans un silence presque religieux. Les projecteurs s'allumèrent, la ville disparut derrière les murs. Lucia entra dans le champ, les pas assurés mais les jambes de coton. Ses premières phrases sortirent avec peine, la gorge sèche, le souffle court. Un murmure de technicien la blessa comme une flèche. Elle inspira profondément, sentit les mots de Gibson résonner en elle, ne joue pas, vis. Alors quelque chose se débloqua, sa voix se fit plus ferme, ses gestes plus habités. En quelques secondes, la tension de tout le plateau sembla se cristalliser dans son interprétation. Les doutes, les querelles, les peurs, tout se transforma en intensité dramatique. Et quand elle termina, un silence lourd régna avant que quelqu'un n'ose applaudir.
Ce fut le premier souffle d'un nouvel élan pour l'équipe, la preuve qu'au cœur du chaos, l'art pouvait encore unir. Lucia sentit un instant la tentation de fuir, de demander à reporter la prise à plus tard. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le plateau pouvait l'entendre. Mais alors, une phrase résonna dans son esprit, la voix grave de Gibson lui revenant comme un écho, « Ne joue pas vie ». Ces mots devinrent une clé qui déverrouilla quelque chose en elle. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément et se laissa tomber dans l'émotion brute qui l'habitait. Sa voix s'éleva alors, plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Ce n'était plus le personnage qui parlait, c'était elle-même Lucia portant dans chaque mot toute la colère d'avoir été sous-estimée, toute la fragilité d'une femme qui se bat pour qu'on la voie enfin, tout le feu de son désir de prouver qu'elle méritait d'être là. Les projecteurs semblaient plus lumineux, le temps se suspendit. Le silence sur le plateau était absolu. Personne ne respirait. Chaque geste, chaque syllabe qu'elle prononçait était un exorcisme, une libération. C'était comme si elle arrachait de son cœur une ombre ancienne, l'insécurité, ce poison qui l'avait suivi toute sa vie. Quand elle termina, un frisson collectif parcourut l'équipe. Gibson s'avança lentement. Son visage restait grave, presque solennel. Pas d'applaudissements, pas de sourire immédiat. Il s'arrêta devant elle, la regarda dans les yeux et dit d'une voix basse. « Ça, c'était vrai. C'était ta voix, Lucia. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura. « Je ne sais pas comment j'ai fait. »« Parce que tu as cessé d'essayer, » répondit-il doucement. « Quand on arrête de jouer un rôle, l'authentique surgit. » Derrière eux, les murmures commencèrent à se répandre. Certains qui doutaient de ses capacités restèrent interdits, d'autres se regardèrent comme s'ils venaient d'assister à un petit miracle. Même les plus sceptiques ne purent nier ce qu'ils venaient de voir, un moment de vérité pure. Don Ernesto, le vétéran du plateau, essuya discrètement une larme et souffla. La Nina a trouvé sa place. Plusieurs acquiescèrent en silence. Lucia respirait fort, le cœur tambourinant. Elle avait l'impression d'avoir franchi une frontière invisible. Elle n'était plus celle qui tremblait lors de la première lecture du scénario. Elle avait affronté ses peurs et en était sortie grandie. Peu importait ce qui viendrait ensuite, ce pas était irréversible. Le tournage reprit, mais quelque chose avait changé. Une étincelle courait maintenant entre les membres de l'équipe. L'atmosphère semblait moins lourde, comme si la scène de Lucia avait redonné à chacun un peu d'espoir. Pourtant, les pressions extérieures ne faiblissaient pas. Les producteurs à Los Angeles continuaient d'envoyer des courriels alarmants, exigeant des rapports, rappelant que chaque jour de retard coûtait une fortune. Dans la presse, les titres se succédaient, pour les uns, Gibson était un visionnaire guidé par la foi, pour d'autres, il avait perdu la raison. Ces nuits-là, Gibson dormait peu. Il errait seul, prisonnier de ses pensées. D'un côté, il voyait les chiffres, les investisseurs, la machine impitoyable de l'industrie qui lui ordonnait de tourner la page, de continuer comme si rien ne s'était passé. De l'autre, il sentait le poids de ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti sur ce plateau, une vérité impossible à balayer. Un matin, alors qu'il relisait le scénario, Lucia s'approcha doucement. « Ce que vous choisirez fera basculer le destin de ce film, » dit-elle d'une voix calme. Gibson la regarda, épuisé. « Si je cède à la pression, peut-être que je sauve le projet, mais je me trahis. Si je reste fidèle à ce que j'ai vécu, je risque que tout s'écroule. Que aurais-tu fait à ma place ?» Lucia hésita un instant, puis répondit sans détour. « Je suivrai ma conscience. » Les critiques oublient vite, mais celui qu'on ne peut jamais faire taire, c'est soi-même. Ces mots frappèrent Gibson comme un coup de tonnerre. Don Ernesto, qui écoutait en silence tout en ajustant un accessoire, ajouta gravement. « Sonore, j'ai vu des hommes vendre leurs paroles pour un peu de confort. Aucun n'a jamais dormi tranquille après. Ce que vous avez vu ne disparaîtra pas. Soit vous le portez avec dignité, soit cela devient une chaîne qui vous écrase. » Gibson ferma les yeux, inspira profondément. Les voix de Lucia, d'Ernesto, du prêtre qu'il avait rencontré à Publa, les regards des habitants de la ville, tout pointait vers la même direction, restait fidèle à lui-même. Mais la peur restait là. La voix des investisseurs résonnait encore, ne sacrifie pas la rentabilité. Ne joue pas le prophète. Pense au box-office. Ce conflit intérieur le rongeait plus que les journées de tournage. Un soir, il marcha seul sur le Zocalo illuminé. La place bourdonnait de vie. Des musiciens de rue jouaient un son jarocho entraînant,
Les enfants dansaient sans souci, des couples riaient aux éclats. Gibson les regarda longuement. Eux ne demandent pas la permission pour être heureux. Ils vivent ce qu'ils ressentent. Cette pensée s'imprima en lui comme un rappel brutal. Le lendemain, il convoqua les chefs d'équipe. Sa voix, bien que fatiguée, avait retrouvé une force tranquille. Je sais que certains aimeraient que j'ignore ce qui s'est passé et que je continue comme si de rien n'était. Je ne peux pas. Ce que j'ai vu était vrai. Si cela signifie perdre du soutien, qu'il en soit ainsi. Mais ce film ne sera pas un mensonge. Il sera ce qu'il doit être, authentique. Un silence pesant suivit. Puis des regards se croisèrent, quelques-uns baissèrent la tête, d'autres opinèrent avec gravité. Lucia sentit un élan de fierté. Voilà l'homme qu'elle avait espéré voir se dresser, un créateur prêt à affronter le monde pour défendre une vérité. Don Ernesto, avec un demi-sourire, lâcha. Alors, Sonore, il ne nous reste qu'à travailler 2 fois plus. Le chemin difficile demande plus d'efforts. Ainsi la décision était prise. Gibson avait retrouvé ce qui ne s'achète pas, son intégrité. L'aube suivante sembla saluer ce nouveau départ. Le ciel au-dessus de Mexico se peignit de roses et d'oranges éclatants. Gibson arriva le premier sur le plateau, le pas assuré, le regard décidé. Quand toute l'équipe fut réunie, il parla d'une voix ferme. Aujourd'hui, nous reprenons. Mais nous le ferons autrement. Fini les doutes et les divisions. Ce film se construira avec respect. Chacun ici en fera partie. Si quelqu'un refuse, qu'il parte maintenant. Personne ne bougea. Même les sceptiques ressentirent qu'il ne s'agissait pas d'un caprice de réalisateur mais d'un homme qui avait trouvé son centre. Lucia échangea un regard avec Ernesto. Le vieil homme hocha lentement la tête. Maintenant, nous avons un cap, souffla-t-il en serrant les sangles d'un coffre d'accessoires. Le tournage reprit dans un climat radicalement transformé. Les acteurs mexicains apportèrent des propositions audacieuses, des expressions en nahuatl furent intégrées, des musiciens locaux proposèrent d'utiliser des instruments traditionnels. Bientôt, le plateau résonna de jarana et de tambours préhispaniques. Les techniciens étrangers, d'abord réticents, se laissèrent gagner par cette effervescence. C'est déroutant, mais c'est vivant, murmura l'un d'eux, émerveillé. Lucia s'approcha de Gibson pendant une pause. Vous n'avez pas peur que ces changements causent encore du retard? Il sourit, apaisé. Je préfère un retard qui en vaille la peine qu'un film vide. Ce que nous faisons, ce n'est plus seulement du cinéma. C'est une rencontre entre cultures. Et cela se sentira dans chaque image. Peu à peu, le plateau se transforma en un véritable atelier collectif. Les uns partageaient des légendes, d'autres des recettes ou des proverbes de leur village. Les étrangers écoutaient, posaient des questions, adaptaient leurs méthodes. Ce qui, au début, était un choc culturel devenait un pont. Même la chaleur écrasante du midi ne parvenait pas à briser l'élan. Des rires fusèrent, des anecdotes de quartier furent racontées, traduites, reprises. Ernesto se fit conteur, relatant l'histoire de la ville tout en réglant ses accessoires. Gibson les regardait, le cœur gonflé de gratitude. Tout ce qu'il avait enduré prenait enfin sens. La véritable épreuve arriva en fin de journée avec une scène d'action complexe nécessitant une coordination parfaite. Autrefois, cela aurait provoqué disputes et tensions. Cette fois, tout se déroula avec une fluidité presque miraculeuse. La caméra tourna, la scène vibra d'authenticité. Coupé! Cria Gibson. Et au lieu d'un silence crispé, le plateau éclata en applaudissements. Des étreintes spontanées, des mains qui se frappaient en signe de victoire. Lucia sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, quelque chose de neuf venait de naître entre eux, une confiance collective. Ernesto, la voix rauque mais les yeux brillants, conclut. Vous voyez, Sonore? Quand on travaille avec respect, même l'impossible devient simple. Gibson le regarda longuement, un sourire sincère éclairant enfin son visage. Oui. C'est exactement ça. Vous avez raison, Don Ernesto. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas que je n'oublierai jamais. Le soleil déclinait lentement derrière les toits coloniaux, enveloppant les façades d'une lueur dorée. La journée avait été rude, mais l'air semblait chargé d'une énergie différente, comme si tout le plateau respirait enfin à l'unisson. Là où, la veille encore, régnait la tension et la division, on sentait désormais une communion nouvelle, la foi, la culture et l'art se mêlaient en un seul élan.
Tout le monde savait que le meilleur était encore à venir. Ce jour-là, après des semaines de doutes, de conflits et de réconciliations, l'équipe était enfin prête à tourner la scène la plus importante du film. Le silence, juste avant le premier « moteur », avait quelque chose de solennel. L'air vibrait, non plus de peur, mais d'attente. Chacun pressentait que ce qu'ils allaient filmer marquerait un avant et un après pour toute la production. Mel Gibson avançait parmi les câbles et les projecteurs avec un pas assuré. Il tapait amicalement sur l'épaule de certains, échangeait avec d'autres un regard complice. Ses yeux bleus, d'habitude si vifs, étaient aujourd'hui fixés, habités par une concentration absolue. Aujourd'hui, nous ne tournons pas seulement une scène, déclara-t-il d'une voix claire qui fit se redresser tout le monde. Aujourd'hui, nous prouvons que tout cet effort a un sens. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez. Lucia sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle attendait depuis le début. Elle avait affronté ses peurs, ses doutes, ses nuits blanches. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à se livrer entièrement. Avant que les caméras ne se mettent en marche, Gibson s'approcha d'elle et lui souffla à l'oreille. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne joue pas vie. Montre-moi aujourd'hui ta vérité la plus pure. » Elle hocha la tête, les yeux brillants, un mélange de nervosité et de détermination. Puis le tournage commença. Lucia se plongea dans son personnage avec une intensité qui bouleversa l'atmosphère. Chaque mot qu'elle prononçait semblait arraché de l'endroit le plus secret de son âme. Sa voix ne tremblait pas, au contraire, elle vibrait avec une force magnétique qui captait l'attention de tous. Son souffle, ses gestes, ses silences tout respiraient l'authenticité. Le plateau se figea. Les techniciens cessèrent de consulter leurs montres, les producteurs oublièrent leurs discussions et même les curieux, qui s'étaient glissés derrière les barrières pour observer, retinrent leur respiration. C'était comme si le temps s'était arrêté autour d'elle. Derrière la caméra, Gibson suivait chaque seconde, fasciné. Ses mains tremblaient légèrement non pas de doute, mais d'émotion. Dans toute sa carrière, il avait dirigé des dizaines d'acteurs, mais ce qu'il voyait en cet instant n'avait rien à voir avec le jeu, c'était la vérité à l'état brut. Lorsque la scène atteignit son apogée, un silence presque sacré envahit l'espace. On aurait pu entendre une épingle tomber. Plusieurs membres de l'équipe sentirent un frisson leur parcourir la peau. Don Ernesto, debout, le chapeau serré contre sa poitrine, murmura. « Voilà ce que le cinéma a de plus grand, il nous rappelle qui nous sommes. » Enfin, Gibson lança d'une voix forte, coupée. Personne ne réagit tout de suite. Il fallut quelques secondes pour que chacun reprenne contact avec la réalité. Puis les applaudissements éclatèrent, spontanés, puissants. Techniciens, acteurs, figurants eux-mêmes les plus sceptiques se levèrent et tapèrent des mains avec enthousiasme. Lucia, les yeux pleins de larmes, haletante, avait du mal à comprendre ce qui se passait. Ses mains tremblaient encore, mais cette fois, ce n'était plus de peur, c'était d'émotion pure. Gibson s'avança vers elle, la prit par les épaules et dit d'une voix grave. « Tu viens d'inscrire ton nom pour toujours dans l'histoire de ce film. N'oublie jamais ce que tu as accompli aujourd'hui. » Elle réussit à sourire, malgré les sanglots qui secouaient sa poitrine. « Merci d'avoir cru en moi alors que je n'y croyais pas moi-même. »« Ce n'est pas de gratitude dont j'ai besoin, » répondit-il doucement. « C'est que tu continues à chercher cette vérité, encore et encore. C'est la seule chose qui compte, dans ce métier et dans la vie. » Ce jour-là, l'atmosphère du plateau changea à jamais. La scène qu'il venait de tourner n'était plus seulement un passage du scénario, elle était devenue le cœur battant de tout le film. Ceux qui avaient douté de Gibson commencèrent à le regarder avec un respect nouveau. Et ceux qui avaient remis en question la présence de Lucia comprirent qu'ils venaient d'assister à la naissance d'une véritable actrice. Ce jour entra immédiatement dans la légende du tournage. Tous savaient qu'il tournerait d'autres scènes, sans doute plus spectaculaires, mais qu'aucune n'aurait la même puissance. Ce qu'il venait de vivre ne pourrait jamais se répéter. C'était unique, irréversible, profondément authentique. Quand le soir tomba, la fatigue qui pesait sur les épaules de chacun fut balayée par une énergie différente. Personne ne voulait quitter le plateau. Comme si partir risquait de briser la magie. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Puis arriva le dernier jour de tournage. Après tant de tensions, d'incertitudes et de petites victoires, l'air avait la saveur d'une fête tenue. La ville semblait accompagner ce moment de clôture, le ciel était limpide, les rues bourdonnaient d'activités et les effluves d'antojito mexicains se mêlaient aux rires de l'équipe qui démontait le matériel.
Gibson resta debout au centre du plateau, en silence. Son regard suivait les acteurs qui s'embrassaient, les techniciens qui se félicitaient, les figurants qui se disaient adieu avec des tapes dans le dos. Tout ce qu'ils avaient traversé prenait soudain un sens. Monsieur Gibson, lança un producteur venu de l'étranger, contre toute attente, nous y sommes arrivés. Je ne sais pas comment, mais nous y sommes arrivés. Le réalisateur le regarda avec sérénité. Ce n'était ni un miracle ni un hasard. C'était le Mexique. Cette terre nous a portés quand tout semblait s'écrouler. Lucia, les yeux brillants, intervint avec émotion. Ce qui s'est passé ici, nous ne l'oublierons jamais. Vous nous avez appris à croire en quelque chose de plus grand que le film lui-même. Gibson secoua doucement la tête. Non, Lucia. C'est vous qui m'avez rappelé l'essentiel. J'ai seulement appris à écouter. Don Ernesto, resté silencieux jusque-là, ajouta d'une voix grave. La vérité, c'est que chacun d'entre nous y a mis une part de son cœur. Et quand on travaille ainsi, le résultat reste gravé pour toujours. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Les adieux commencèrent, teintés à la fois de rire et de larmes. Plusieurs acteurs mexicains offrirent de petits cadeaux aux collègues étrangers, des figurines en argile, des bracelets tissés, des sucreries traditionnelles. C'était leur façon de remercier non seulement pour le travail accompli, mais pour avoir partagé leur culture. Les étrangers, touchés, avouaient qu'ils emportaient avec eux bien plus qu'une expérience professionnelle, ils emportaient une part vivante du Mexique. Lucia, plus que quiconque, se sentait transformée. Elle se rappelait la jeune femme craintive qu'elle avait été au premier jour, doutant de son talent. Aujourd'hui, elle se découvrait forte, sûre d'elle, respectée. « Merci d'avoir cru en moi », dit-elle en étreignant Gibson. « Merci à toi », répondit-il d'une voix vibrante, de m'avoir montré que la foi peut aussi se trouver dans le courage des autres. Le dernier déjeuner fut une fête improvisée. Les longues tables se couvrirent de plats traditionnels, mole poblano, chile en nogada, tacos al pastor, aguas frescas multicolores. Des mariachis, invités par les habitants du quartier, firent résonner leurs trompettes. Plus personne n'était acteur ou technicien, étranger ou local, ils formaient une seule et même famille. Entre deux bouchées, les souvenirs jaillissaient. Vous vous souvenez du jour où la caméra est tombée en panne sous le soleil, lança un technicien en riant. Et de celui où l'on pensait devoir tout arrêter parce que toute la ville parlait de ce fameux miracle, ajouta un autre. Les éclats de rire se mêlèrent aux discussions, à la musique et aux vers qui s'entrechoquaient. C'était la célébration d'une aventure humaine qui avait dépassé de loin le simple cadre d'un film. Lorsque la nuit tomba enfin sur la ville, chacun sut qu'il emportait avec lui quelque chose d'inoubliable, la preuve qu'un instant de vérité peut changer tout un destin. Les rires résonnaient encore dans l'air, mais derrière chaque éclat se cachait une fierté profonde, presque solennelle. Chacun de ceux qui se trouvaient là savait qu'ils avaient traversé ensemble une tempête, et qu'en dépit des difficultés, ils en étaient sortis plus forts. Ce n'était pas seulement la fin d'un tournage, c'était la célébration d'un voyage collectif. Mel Gibson, le visage légèrement rougi par l'émotion, leva son verre de Jamaïca. « Por Mexico », lança-t-il d'une voix vibrante. « Por su gente, por su fuerza, por su fe. Cette pellicula no existiria sin usted. » Et quoi qu'il arrive lors de sa sortie, pour moi, elle est déjà un trésor éternel. Un tonnerre d'applaudissements éclata aussitôt. Les techniciens, les acteurs, les figurants, tous frappaient des mains avec une intensité qui dépassait la simple courtoisie. Dans les rues avoisinantes, des voix reprenaient en chœur « Viva Mexico ». L'écho se répercutait contre les façades coloniales, comme si toute la ville célébrait cette victoire commune. Des voisins, penchés aux fenêtres, se joignirent à cette ovation, applaudissant à leur tour, fiers d'avoir été les témoins de cette aventure hors du commun. Lorsque la nuit tomba et que les derniers câbles furent enroulés, les projecteurs éteints et les décors démontés, Gibson demeura seul quelques instants, immobile au milieu de la rue désormais déserte. Il leva les yeux vers le ciel constellé d'étoiles et murmura simplement. Gracia. Il ne savait pas s'il s'adressait à Dieu, à la ville ou aux hommes et femmes qui avaient marché à ses côtés. Peu importait. Dans son cœur, il ressentait une certitude profonde, le Mexique lui avait donné bien plus que ce qu'il était venu y chercher. Le tournage était terminé, mais la leçon apprise, elle, allait durer bien au-delà du film. La ville reprenait son rythme ordinaire. Les vendeurs ambulants criaient de nouveau leurs offres, l'odeur du maïs grillé et des tacos al pastor se mêlait au bruit des klaxons et au flot incessant des passants. Pourtant,
Pour ceux qui avaient vécu ces semaines intenses, rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qui avait commencé comme une production de plus dans un calendrier chargé s'était mué en une expérience humaine, imprégnée de foi, de culture et d'une fraternité imprévue entre des personnes venues d'horizons si différents. Avant de rentrer aux États-Unis, Gibson convoqua la presse. On choisit un vieux théâtre du centre, ses balcons dorés et ses rideaux rouges donnant à l'événement un air presque sacré. Les journalistes s'y entassèrent, carnets ouverts, caméras prêtes, flash crépitant dans une fébrilité quasi électrique. Tous attendaient qu'il prenne la parole sur ce qui s'était passé ce jour-là, lorsque le tournage s'était interrompu. Il monta sur l'estrade d'un pas mesuré. Ses traits trahissaient la fatigue accumulée, mais ses yeux reflétaient une paix nouvelle, une lumière qui intrigua ceux qui le regardaient. Il ajusta le micro, inspira profondément et s'exprima en espagnol. Son accent était marqué, mais ses mots étaient clairs, sincères. Lorsque j'ai arrêté la scène et dit que j'avais vu Jésus parmi les hommes, ce n'était ni pour provoquer ni pour faire parler de moi. C'était, parce que je l'ai ressenti. Pour moi, c'était réel. Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes levèrent les sourcils, sceptiques, d'autres, plus émus, se contentèrent d'acquiescer silencieusement. Gibson poursuivit. Je ne demande pas à tout le monde d'y croire ni même de le comprendre. Mais pour moi, cet instant a été le plus important de ma vie ici. Le Mexique m'a appris que la foi n'est pas confinée aux églises, elle vit dans les rues, sur les marchés, dans la famille qui partage le peu qu'elle a, dans l'ouvrier qui travaille sous le soleil, dans la jeune actrice qui croit en elle malgré les doutes de tous. Dans l'homme simple qui sait que la patience est une forme de sagesse. Au premier rang, Lucia sentait sa gorge se nouer. Elle se revoyait sur le plateau, les mains tremblantes, la scène qui avait changé sa vie. À côté d'elle, Don Ernesto tenait son chapeau sur ses genoux. Hablo como uno de los nuestros, murmura-t-il avec un sourire fier. Gibson conclut. Je ne sais pas si ce que j'ai vu était une vision ou le miroir de ma propre soif d'espérance. Mais je sais qu'en cet instant, j'ai compris que la véritable grandeur n'est pas dans le succès ou l'argent, mais dans notre capacité à reconnaître le sacré dans l'humain. Et cela, c'est vous qui me l'avez appris, ici, au Mexique. Un silence chargé d'émotion précéda les applaudissements. Puis les mains se mirent à frapper, d'abord timidement, puis avec plus de force, jusqu'à remplir la salle d'un vacarme vibrant qui fit résonner les murs du vieux théâtre. Même certains journalistes oublièrent leur stylo pour se joindre à l'ovation. Gibson descendit de l'estrade, alla vers Lucia et Don Ernesto, et les serra longuement contre lui. Dans ce geste se lisait toute la gratitude, tout le respect et tout l'amour qu'il avait pour ces gens et pour ce pays. Plus tard, alors qu'il marchait seul dans les ruelles pavées, les lanternes anciennes diffusant leur lueur dorée sur les façades colorées, il laissa ses pensées vagabonder. Un trio jouait un boléro au coin de la rue, les accords de guitare flottaient dans l'air, se mêlant au parfum des fleurs de nuit. Le Mexique ne m'a pas seulement offert un film, pensa-t-il. Il m'a offert une leçon de vie. Pour Lucia, la fin du tournage n'était pas un adieu mais un commencement. Sa performance dans cette scène inoubliable était déjà saluée par les critiques et ses pairs, mais ce qui emplissait son cœur de la plus grande fierté n'était pas la reconnaissance, c'était le sentiment d'avoir participé à quelque chose qui avait dépassé l'art pour toucher l'âme. Don Ernesto, lui, retourna à son quotidien simple. Il reprit son rôle d'homme de peu de mots, mais son pas était plus léger. Il savait que, d'une façon discrète mais réelle, sa voix avait compté. Et cela suffisait pour donner un nouveau sens à ses jours. Pour tous ceux qui avaient pris part à cette aventure, le souvenir resterait gravé, l'histoire d'un plateau qui avait connu la peur, la tension, les divergences, mais qui avait choisi de rester fidèle à un instant de vérité. L'histoire d'un réalisateur qui, au milieu de la pression et des doutes, avait osé dire ce qu'il ressentait, même au prix de l'incompréhension. Et toi qui lis ces lignes, si ce récit t'a touché, laisse-toi guider par d'autres histoires de ce genre. Elles continuent de nous rappeler que la foi et l'espérance trouvent toujours un chemin, qu'elles se réinventent dans chaque rencontre, dans chaque geste de bonté, dans chaque instant où nous choisissons de croire en quelque chose de plus grand que nous. Car les histoires, tout comme la foi, ne se terminent jamais vraiment. Elles se poursuivent, se transmettent et se renouvellent, prêtes à nous accompagner là où nous en avons le plus besoin.